de tous être là pour cette 6e édition du prix Le Temps Retrouvé. C'est un prix qui me tient à cœur, que j'ai fondé en 2020. Donc c'est déjà la 6e édition. Et j'ai fondé ce prix pour célébrer le livre. Et le livre, pour moi, c'est un objet merveilleux qui est au carrefour de l'écriture et de l'édition. Et c'est la rencontre entre un auteur et un éditeur. Et de là naît cet objet magique qui trouve ses lecteurs. Et aujourd'hui, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue pour ce prix et qui ont contribué à en faire un succès, notamment bien sûr le jury, présidé par Douglas Kennedy, donc avec tous ses membres aujourd'hui, donc Nathalie Maranelli, Monique Ruffier, Bertrand Gallimard-Flavigny, Denis Viat, voilà, Claire Bochard et Philippe Villain, voilà, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc on est tous réunis aujourd'hui et aussi pour célébrer les auteurs. Et on avait une magnifique sélection cette année de livres. Donc la dernière sélection comportait les livres qui sont ici présents, L'âme de fond, Transfuge, Devenir écrivain, Yann dans la nuit, et bien sûr Entre toutes. Et tous ces livres étaient remarquables. On a d'ailleurs Julia Clavel qui est parmi nous, qui a écrit donc L'âme de fond. Et c'était un choix difficile. Et je remercie beaucoup aussi la fondation Daniel Jagonitzer qui parraine ce prix depuis le début et sans lequel ce prix n'aurait pas pu voir le jour. Et je voudrais remercier aussi tous les éditeurs, les auteurs, tous ceux qui font que ce prix existe. Et qu'on puisse honorer la littérature parce que c'est un chemin difficile, à la fois l'écriture et l'édition. Les deux sont des gestes courageux qui demandent beaucoup de temps, de soins, d'attention, et on sait combien c'est difficile de faire émerger un livre et de trouver ses lecteurs. Donc j'ai créé ce prix pour défendre aussi les livres qui, je trouve, célèbrent aussi l'émotion et permettent de ressusciter des personnes disparues, ressusciter des époques disparues, d'où le temps retrouvé. Et c'est cette force et cette puissance des livres et qui peuvent changer une vie aussi. Donc voilà, je vais laisser la place à notre président Douglas Kennedy pour remettre le prix Le Temps Retrouvé cette année. Bonjour tout le monde. J'étais à La Havane il y a 15 ans et je me souviens très très bien que Fidel, vous vous souvenez, Fidel a fait un discours qui a duré 8 heures, vraiment 8 heures. Le mien, c'est peut-être 3 minutes. Et aussi, je ne suis pas un habitué de crayon, bizarrement, mais je suis ravi d'être ici, c'est un plaisir rare. Et aussi, d'être président du jury du prix du Temps Retrouvé, c'est un plaisir constant. Et je voudrais remercier notre patron, Daniel, qui a subventionné ce prix. On vit maintenant pendant une époque où le livre est menacé, point final. Franchement, et l'idée que peut-être à l'avenir, un romancier sera quelqu'un ou quelque chose d'intelligence artificielle. Une idée qui est pour moi vertigineuse, mais peut-être réelle. Le fait que Daniel subventionne un prix, un message très positif sur l'importance de la littérature dans un monde de plus en plus bordélique. Et c'est aussi un plaisir de collaborer avec mes collègues de jury, Alessandra qui a tout organisé pour nous, Claire, Nathalie, Bertrand, Mike, Monique et le grand Denis. Leur engagement envers la littérature, envers l'acte d'écrire est complètement admirable. Et pour moi, en fait, j'ai pensé ça dans l'histoire quand on a discuté, en fait, tous les romans, en fait, l'idée d'être à table avec 6 collègues écrivains pour discuter le travail des autres de manière si informée et vivante, c'est un rappel, l'intelligence aujourd'hui est toujours précieuse.
Pour la sélection finale du prix, nous avons lu et discuté 5 livres très intéressants. Yann de la nuit de Julia Braffman, une reconstruction fascinante de la relation complexe entre Marguerite Duras et un romancier oublié, Yann Andrea. Une histoire d'amour impossible entre un écrivain mythique et un homme qui a choisi de vivre en ermite. Devenir écrivain d'Alexandre Lacroix, comment le suicide de son père, alors qu'il a que 11 ans, a été le moteur de sa future carrière littéraire, et aussi le défi qui est toujours, et je comprends ça très bien, le roman. Transfuge de Gilles Moreton, dans une série de nouvelles avec un grand élan littéraire, l'auteur décrit une vie picturesque comme enfant des immigrants espagnols et comment il a trouvé sa voie en teinte d'écrivain. Et L'âme de fond de Julien Clavel, qui est juste là-bas, un roman d'anticipation dans lequel une vague de catastrophes de santé mentale balaye la France. Pour moi, un roman qui parle directement des inquiétudes aujourd'hui, post-Covid, mais aussi une période quand, en fait, il y a une instabilité mentale généralisée, très originale. Notre lauréat cette année est Frank Buys, pour son merveilleux roman « Entre toutes ». Je suis américain, bizarrement, et il y a une citation que j'adore d'une très très grande écrivaine américaine, William Faulkner, lauréat de prix Nobel. Et il a parlé du sud des États-Unis, mais de la vie en général. Le passé n'est jamais mort. Il n'est même pas passé. Le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé. Le roman de Frank commence comme une saga familiale, mais se transforme d'une fresque remarquable de toutes les souffrances du siècle dernier. C'est l'histoire de sa grand-mère Marie, née en 1912 et décédée à presque 88 ans dans un hôpital situé à 40 km de la ferme où elle est née et elle a toujours vécu. La ferme était tout son univers. Et la ferme devient comme une maison dans toutes les pièces de Tchekhov, un personnage central dans ce récit magnifique, construit et passionnant. Et aussi, j'ai une habitude, parce que c'est mon métier, romancier, et une des choses les plus impressionnées entre toutes, c'était la façon dont Frank a toujours réussi d'intégrer le corps des événements humains et des tragédies dans le cadre de la vie de Marie et ses proches. Du point de vue technique, ce n'est pas une mince affaire. Souvent, dans des romans de moindre qualité, l'histoire submerge des personnages. Ce n'est pas le cas ici. Le contrôle narratif est si assuré, le rythme et l'absence d'excès descriptif a créé une saga très intime où on tourne des pages en même temps. Et ça, ce n'est pas un péché mortel si on tourne des pages. Dernière pensée, chaque vie est un roman. Et le rôle du romancier, c'est de trouver l'extraordinaire dans une vie semble ordinaire. Frank a fait ça ici. Et en même temps, il est décrit d'une manière intime mais profonde le désastre du dernier siècle. Bravo Frank, j'ai des moments de la jalousie créative quand j'ai lu votre roman. Et pour moi, ça c'est le plus grand compliment que je puisse faire à un roman. Donc, avec plaisir et honneur, je remets le prix de temps retrouvé à Frank Buys pour Entre toutes.
suis un peu intimidé. Après, je serais tenté de passer à table tout de suite, après ces mots. Mais avant, quand même, je voudrais remercier tous les membres du jury qui ont choisi ce livre parmi tous ces autres magnifiques livres. Et mon éditrice, ici présente, ma merveilleuse éditrice, Véronique Ovaldé, qui trouve que j'écris mieux que je ne parle. Ça l'arrange, en fait. Alors, je suis très heureux et très fier d'être là, de recevoir ce prix. Et je suis très heureux et très fier aussi pour Marie. Pour ce petit bout de femme qui a traversé le siècle à sa manière, vaille que vaille, qui a su faire face à toutes les tragédies de son existence, mais moi j'ai voulu en tout cas en référer à hauteur de femme, c'est-à-dire depuis la cour de cette ferme. Je ne suis pas historien, je ne voulais pas rentrer dans la grande histoire, parler de tout ce que tout le monde a raconté. Je voulais rester uniquement dans l'humain. Et le fait de dire que la ferme est un personnage, oui, c'est autant un personnage qu'un support dramatique, qu'un support tragique à cette vie-là. Et même s'il y a beaucoup d'absence, c'est-à-dire que moi je viens d'un monde où ça ne parle pas beaucoup, vous savez, ces fameux taiseux dont on nous rebat les oreilles, mais les taiseux, ce n'est pas des gens qui ne parlent pas, ce sont des gens qui disparaissent, ce qui est assez différent. Ce qui laisse l'opportunité au romancier que je suis de s'engouffrer dans les brèches, voilà, et peut-être de grandir un petit peu le personnage. Alors il m'a fallu 25 ans à peu près pour qu'elle me prenne la main et qu'elle me raconte, que je me sente pas le droit, mais que je me sente apte à raconter une histoire, celle de Marie, voilà. Et puis de tous ces personnages, c'est marrant, je dis plus personne, je dis pas Jean, ce sont des personnages, toutes les personnalités, il fallait qu'elles accèdent, tous ces gens-là, il fallait qu'elles accèdent au rang de personnages pour que je puisse raconter leur histoire. Et toutes, même les plus infimes, je pense à Raymond, je pense à Jeanne d'Aumale, etc., qui gravitent autour de l'histoire, font comme une espèce de constellation qui entoure cette vie-là, pas seulement de Marie, mais aussi d'Anna. Voilà. Donc, j'entends souvent sa voix dans ma tête, elle qui roulait les airs. Je pense qu'elle aurait été très fière de cet hommage-là. Et ça, c'est une des choses qui m'importe aussi, moi en tant que romancier, c'est de témoigner aussi d'un monde qui disparaît, qui n'en finit pas de disparaître. Et mon amour pour Faulkner aussi est là, c'est-à-dire ce passé du présent, dont parlait Saint-Augustin aussi, qui s'étire comme ça indéfiniment, puisque nous vivons là-dessus, nous vivons sur ce terreau-là. Et le fait de témoigner de quelque chose qui disparaît me semble important, comme Edward Sheriff Curtis qui va photographier les derniers Indiens d'Amérique pendant 25 ans parce qu'il sent qu'ils disparaissent tous, ils sont en train de mourir dans des réserves et il sent cette urgence-là. Voilà. Donc il restera aussi ces témoignages-là que l'on dresse comme pas des pierres tombales, mais comme des mausolées. Voilà. Je suis très fier, très heureux, et je vous remercie tous. Je vais passer la parole à notre mécène, donc Daniel Yagonitzer. Je voulais aussi remercier Mike Reinhardt qui a rejoint notre jury, voilà, je suis très heureuse qu'il ait rejoint le jury cette année. Et donc je passe la parole maintenant à Daniel Yagonitzer qui a une tradition pour le prix Le Temps Retrouvé, c'est de poser une question à l'auteur de son prix. Voilà. Bien, alors bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous tous aujourd'hui, et en particulier avec notre lauréat de cette année. Alors effectivement, c'est une tradition. Alors moi j'ai lu tous les livres, cela dit j'ai appris quel était le lauréat uniquement il y a une heure, 7 mois avant.
Donc je n'ai pas eu trop le temps de préparer ma question, mais j'ai quand même posé en vérité 2 questions. Alors une première question, c'est, bon, j'ai été passionné par votre livre, qui écrit toute cette histoire de votre grand-mère, hein, si j'ai bien compris, pendant tout le XXe siècle. Alors, première question que je voudrais vous poser, c'est où en est-on aujourd'hui? Est-ce que tout ce milieu de la campagne que vous décrivez, est-ce que ça a changé? Ou est-ce qu'on en est encore à l'époque que vous décriviez dans votre livre? Ça, c'est une première question. Il y a une deuxième question. Ah oui, traditionnellement, quand il y a des propos des livres, j'essaie toujours de poser des questions un peu à la marge, et un peu embarrassantes éventuellement pour l'auteur. Alors, je vais vous la poser. Il y a quelque chose qui m'a un peu étonné dans votre livre, à côté de tout ce que j'ai beaucoup admiré, c'est l'histoire de la résistance. L'épisode de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale que vous décrivez est un épisode qui n'est pas glorieux pour la résistance, puisque le chef de la résistance qui est arrivé chez votre grand-mère est un personnage peu recommandable, et tous les résistants qui étaient avec lui sont aussi peu recommandables, puisqu'ils ripaillent ils se comportent de manière très incorrecte. Alors est-ce que je voudrais savoir, donc à propos de ça, pourquoi vous avez choisi cet épisode-là de la résistance? Parce que, vous pourrez me répondre, parce que c'est ce qui est arrivé à votre grand-mère, ce que j'accepte totalement, c'est quelque chose qui a pu arriver, mais est-ce que ça représente l'opinion que vous avez de la résistance en général ou non? Donc, je vous laisse la parole. Je reprends la première d'abord, ou la deuxième peut-être elle est plus fraîche. Comme vous voulez. Il ne s'agissait pas de ce que je disais de représenter l'histoire, c'était juste cet épisode-là qui a bouleversé, qui a ravagé Marie toute sa vie jusqu'à sa mort. C'est-à-dire ce dont elle se souvenait jusqu'au bout, c'est la terreur de voir un canon braqué sur sa fille. Voilà. Ça, elle ne s'en est jamais débarrassée. Voilà. Donc, vous savez, je dis à un moment donné que on ne connaît pas le bruit de fond dans nos cellules qui vient des générations précédentes. Je crois que ce bruit de fond, là, je l'ai aussi en moi, parce qu'elle m'a raconté tout ça. Et c'était une des rares choses dont elle parlait. Voilà. Donc, j'y peux rien. Je relate effectivement cet épisode-là pour dire aussi que les blancs, noirs, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on est du côté du bien qu'on est forcément apte à le pratiquer. Puis voilà, les meutes, tout ça, on sait bien ce que ça devient aussi. Voilà. Et j'ai oublié la première question. Pardon, la première question, vous vouliez me poser? J'ai oublié. Comment est-on aujourd'hui dans les campagnes? Ah, vous avez 2-3 heures devant vous. Il y a un très beau documentaire, 2 très beaux documentaires qui s'appellent Farbik et Bikefar, je ne sais pas si des gens ont déjà vu ça, de Jean Roux, qui montre. Alors, il avait filmé une ferme après la guerre de 45, enfin à la fin de la guerre, et il l'a refilmé en 84, 40 ans plus tard. Tout est dit. On passe du monde du silence, où, comme dirait Shakespeare ou Faulkner, l'homme est aussi la nature, est encore la nature. Voilà. À un monde du bruit, de l'excès, de la pollution, etc., de l'emballement d'une machine que l'homme ne peut plus maîtriser. Et cette génération-là, c'est-à-dire la génération des années 70, n'a pas compris ce qui se passait. Elle a détruit le modèle. Et on est arrivé aujourd'hui à un stade où les pères, sachant que ce monde-là finissait, n'ont pas assumé le fait qu'il se termine. Je ne sais pas si je suis très clair. Et ils ont refilé le bébé au fils. C'est-à-dire ce bébé mort-né. C'est-à-dire l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. Et pourquoi il y a autant de suicides, à mon sens, dans le milieu agricole aujourd'hui? C'est parce qu'il est inconcevable, pour certains, que le monde agricole se termine avec eux. Un monde millénaire. Voilà. Donc, à mon avis, voilà. Il y a une tragédie là qui se joue. Vous avez d'un côté ce monde qui disparaît,
Et puis quelques, comme aux États-Unis, quelques grands propriétaires qui rassemblent toutes les terres. Voilà. Donc par village, vous avez 1, 2 propriétaires qui rassemblent tout et tous les autres disparaissent. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi je viens d'une région qui s'appelle la Corrèze, on devient un peu une réserve naturelle. Et vous avez des animaux qui sont en pacage sur des énormes propriétés qui ne sont plus du tout entretenues. Les rivières sont dans un état lamentable, les forêts sont dans un état lamentable. Il y a juste les prairies qui sont pâturées, c'est tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut militer et lutter à son échelle pour que soit encore un petit peu préservé ce monde-là et que ça ne soit pas du domaine du passé. Il y a encore des choses à faire. Voilà. Merci. Merci.